Et de 3. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième double critique où une fois encore je vais vous parler de deux films diamétralement différents sortis récemment en salle. Alors on commence directement par Les 4 Fantastiques Premiers Pas réalisé par Matt Shankman avec dans les rôles principaux donc Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Eben Moss-Badrak ou encore Ralph Ineson ou Natasha Lyon. Alors le résumé en quelques mots, donc dans une terre parallèle, la Terre 828, euh, l'esthétique proche des années 60. Donc, on va suivre les premiers pas des quatre fantastiques. Donc, Reed Richards, alias Mister Fantastic, sa compagne Sue Storm, alias la femme invisible, Johnny Storm, donc le frère de Stu, alias la torche humaine, et Ben Grimm, alias la chose. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé donc cette nouvelle adaptation des quatre fantastiques? Eh bien, ma foi, c'est pour moi de loin la meilleure adaptation. Vous me direz, ce n'est pas très compliqué. Alors, commençons par la mise en scène. Alors, comme je le disais tout à l'heure, hein, je veux dire, on se retrouve dans un film à l'atmosphère volontairement rétro, à savoir donc une introduction qui revient brièvement sur les origines des Quatre Fantastiques. Alors, une sorte de mini origin story donc raconté comme ça par un journaliste en voix off, hein, qui va revenir comme ça sur les origines des Quatre Fantastiques, donc la manière dont ils ont découvert leur super pouvoir. Et une fois encore, hein, je veux dire, à l'instar du récent Superman de James Gunn, de The Batman ou encore de Spider-Man Homecoming, on part du principe qu'étant donné qu'il y a eu plusieurs films auparavant, le grand public connaît un petit peu les origines de ces personnages et donc voilà, on part du principe que c'est acquis, voilà. Tout en, dans ce cas-ci, revenant vraiment brièvement là-dessus, voilà. Et donc, avec une atmosphère proche aux années 60, vu que même si le film se déroule sur une terre parallèle, c'est indiqué dès le départ, à Terre 828, on sent qu'on est quand même dans les années 60 et ça se traduit au niveau des couleurs flashy, notamment cette couleur rouge pimpant qui imprègne une partie de l'appartement de Reed et de Sue. Également, je vais dire au niveau de pas mal d'objets, notamment les vieilles télés, je veux dire les télés d'époque, hein, assez rétro. Voilà, et en fait, tout ce côté rétro sert à mettre en avant l'impact des 4 Fantastiques sur leur monde, vu que vous n'êtes pas sans savoir que peut-être dans le prochain film Avengers, ce seront eux en partie les personnages principaux et qu'ils auront donc un impact, à la fois sur l'organisation des Avengers, également sur les événements à venir, vu que la menace, sans trop en dire, viendra de leur propre monde. Alors en termes de mise en scène, on a aussi, enfin je veux dire, pas mal de split screen, hein, donc c'est-à-dire l'écran divisé, voilà, le temps d'une séquence, on va voir Reed qui va un peu protéger en quelque sorte son appartement suite à, j'y reviendrai dans la partie scénario, à un heureux événement qui va leur arriver à lui et à Sue. Donc voilà, quelques belles petites idées comme ça de mise en scène qui vont bien servir le scénario. Alors j'y arrive directement, donc le scénario qui joue sur les relations entre les membres. Parce que les quatre fantastiques, c'est toujours présenté comme une famille, la famille. Voilà, au point d'avoir inspiré Les Indestructibles de Brad Bird. Et donc justement, le scénario va en profiter pour jouer sur un événement familial en particulier. Alors, pas vraiment du spoil en proprement parler, mais je dois en parler. Donc, voilà, Reed Richards et Sue Storm attendent un heureux événement, et cet heureux événement va précipiter l'intrigue vers quelque chose de très émotionnel dans la mesure où le grand méchant de cet opus, donc Galactus, le dévoreur du monde, enfin le dévoreur de monde au pluriel, veut utiliser en quelque sorte le futur bébé à venir pour parvenir à ses fins. Et dès lors, ça rajoute une émotion sincère et véritable sur le film, qui est rehaussée par l'alchimie entre les différents comédiens. Alors j'ai envie de dire, l'un des rares points forts pour moi du MCU, en tout cas s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est toujours qu'ils ont toujours eu le flair en matière de casting. Je pense notamment Robert Downey Jr. sur Iron Man,
heu, Chris Evans en Captain America et ici c'est encore le cas. On a Pedro Pascal et Vanessa Kirby qui sont à la fois collègues, et fiancés et on sent que, bah, voilà, l'alchimie est palpable entre les 2, qu'ils arrivent à se comprendre et en termes de jeu, bah, que voilà, l'un et l'autre arrivent à se donner la réplique comme ça de manière fluide. Donc on sent une bonne alchimie, en termes d'acting. Alors, le petit défaut, j'ai envie de dire que Johnny et Ben, qui sont quand même 2 membres importants de la famille, sont réduits au statut de comique relief, hein, même si, j'ai envie de dire, c'est aussi l'un des points forts de ce film, c'est que l'humour, qui a souvent été critiqué dans les productions Marvel, et ce, à juste titre, hein, pour désamorcer, voilà, des situations assez impactantes en termes d'émotion, bah, ici, l'humour est un petit peu mieux dosé. Voilà, il arrive par petites touches, justement par le fait que, je le répète encore une fois, mais c'est très important, on joue vraiment sur la notion de famille et également de naissance et que forcément, bah, comme c'est quelque chose de très important, très personnel, on va privilégier l'émotion à l'humour, ce qui me fait dire que c'est pas pour rien que le film est plutôt apprécié, hein, je veux dire, faut bien le dire, globalement par la critique, également par le public, même les plus hermétiques envers le MCU. Et donc voilà, et même si on va pas se mentir, on retrouve un peu les mêmes travers, si je puis dire, que l'ensemble des productions Marvel, hein. Je veux dire, grosse bagarre finale à coups de gros effets spéciaux contre le grand méchant, même si c'est un petit peu mieux dosé, j'ai envie de dire. Voilà, avec en plus un surplus, d'easter eggs et qu'on pourrait dire, destiné à se dire que voilà, dans le prochain épisode, vous aurez ça et cetera. Tout le côté sériel, alors on me dirait le côté sériel, on le sait depuis le début du MCU, mais bon voilà, ici c'est fortement mis en avant. Et mais en soi, voilà, ça reste un divertissement de bonne facture. J'ai même envie de dire, un film du MCU, plus que respectable et qui, pour moi, je le disais, est quand même, un peu plus mémorable que les autres adaptations précédentes, alors que ça soit celle de 2005 avec Jessica Alba dans le rôle de Sue Storm, qui n'était pas là sans misogynie aucune, uniquement pour sa prestation d'actrice, hein, bon, c'était une autre époque, hein, les années 2000. Et ben, la version de Josh Trank sortie 10 ans auparavant, donc en 2015, voilà, charcutée au montage, complètement mal fichue, et cetera. Ici, pour le coup, on a une assez bonne adaptation des 4 Fantastiques, qui a compris le potentiel, je veux dire, de ces différents personnages, et qui arrive à en faire un film, certes, pas inoubliable, mais plutôt intéressant, voilà. Donc les 4 Fantastiques premiers pas, une bonne surprise pour moi. Je passe maintenant à l'autre film, hein, donc Life of Chuck, sorti le 11 juin dernier, donc en tout cas en France et en Belgique, réalisé par Mike Flanagan, avec dans les rôles principaux donc Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Mark Hamill ou encore Jacob Tremblay. Alors l'histoire, en quelques mots, bah, c'est la vie extraordinaire, donc racontée en 3 actes, d'un homme ordinaire, un certain Chuck. Alors, bah, commençons par la mise en scène. Alors, il faut savoir qu'on a une narration qui est, volontairement inversée. Donc comme je le disais, l'intrigue est constituée en 3 actes. Mais en fait, voilà, le film commence par l'acte 3 et se termine par l'acte 1. C'est une manière, en fait, de souligner l'impact du personnage, hein, donc Chuck, sur son environnement, à la fois humain et en même temps, physique. Voilà. Alors en termes de procédé, de mise en scène, on a également une voix off. Alors j'ai envie de dire, c'est peut-être l'un des rares bémols du film, c'est qu'elle est parfois un petit peu trop forcée, même un petit peu trop surjouée en mode, ce que cette personne ne savait pas, ben, c'est que Chuck allait pouvoir indirectement influer sur sa vie et ça, il allait le découvrir par la suite. Donc voilà, donc il y a un côté comme ça. Alors oui, le film a un côté optimiste, hein, qui n'est pas pour rien, hein, mais qui n'est pas là pour rien. Mais on peut se dire que des fois, c'est peut-être un petit peu, trop forcé. Alors je ne l'ai pas dit, mais en fait, Life of Chuck est l'adaptation d'une nouvelle, publiée par Stephen King en 2020. Alors le fait qu'elle ait été publiée en 2020, c'est pas anodin, hein. Qui dit 2020 dit malheureusement Covid, mais ça, je vais y revenir par la suite. Voilà. Alors, bah, quant au scénario, bah, on a en fait une narration qui est basée sur des questions existentielles qui parlent au plus grand nombre, à savoir nos rapports aux autres, le regard des autres, le sens de la vie, euh, ce que l'on veut devenir plus tard. Ou encore à savoir si, est-ce qu'on veut est-ce que plus tard on deviendra vraiment, ce qu'on a envie de devenir ou est-ce qu'on privilégiera, autre chose par nécessité ou quoi? Donc toute une série de questionnements à la fois, existentiels et philosophiques
qui parle au plus grand nombre et je me dis que c'est ça aussi qui fait que le film connaît, un énorme succès critique, en plus, d'un énorme succès, public et qui plus est en accordant une certaine importance, enfin une grande importance même aux maths. Il faut savoir que le grand-père de Chuck, interprété par Mark Hamill, enseigne à son petit-fils l'importance du maths dans la vie en disant tout simplement, que c'est les maths qui sont à l'origine de tout. À l'origine de la création de l'univers, à l'origine de la création de la Terre, à l'origine de nos exigences en tant qu'adultes, hein, savoir ce que l'on va devenir plus tard, quel type de rencontre on va faire, quel homme ou quelle femme on va devenir. Alors, enfin bref, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et voilà, pour ce faire, hein, comme le scénario est quand même très existentiel, le réalisateur va privilégier les aléas de la vie. Donc les petits moments de la vie comme ça qui sortent de nulle part, mais qui vont nous impacter à tout jamais. Alors le gros point fort du film, hein, sans trop en dire, c'est en plein milieu de l'acte 2, donc une séquence de danse comme ça purement improvisée. On va voir Chuck devenu adulte sous les traits de Tommy Dolston, qui va s'arrêter devant une jeune batteuse afro-américaine, et alors Chuck va se remémorer un souvenir d'enfance et il va se mettre à danser comme ça, mais danser d'une manière très professionnelle, hein, comme si c'était un vrai danseur de profession alors que c'est un agent d'assurance. Et alors du coup, la foule, le voyant danser, va se précipiter autour de lui, va l'acclamer. Une jeune femme qui vient tout juste de se faire larguer, va être invitée à danser par Chuck, le tout sous le regard assez enthousiaste de la jeune batteuse, etc. Donc une scène qui dure pas loin d'un bon petit quart d'heure, hein, je veux dire, donc une bonne quinzaine de minutes, et qui est là justement pour nous dire que cette petite scène, en apparence toute anodine, qui sort comme ça en plein milieu de la vie, va avoir beaucoup plus d'impact sur Chuck que tout le reste. Voilà. Et c'est une manière de nous rappeler que c'est ces petits aléas de la vie, parce qu'on a tous, hein, quelque part, vécu ici une situation comme ça, qui s'éloigne de notre vie professionnelle, de notre vie familiale ou quoi. Une situation comme ça qui sort de nulle part, mais qui va continuer à nous prendre comme ça, je vais dire, à nous marquer au fer rouge plus tard dans la vie. Et comme je le disais, le fait que Stephen King ait écrit et publié cette nouvelle en 2020 n'est pas anodin, parce que voilà, qui dit 2020 dit hélas Covid, enfermement chez soi, etc. Et en écrivant cette nouvelle, je pense que Stephen King a voulu faire passer l'idée de qu'allons-nous devenir, à quoi désormais vont ressembler nos vies, nos attentes prochaines, hein, nos attentes post-Covid en quelque sorte, hein, et tout ça, c'est traité par l'intermédiaire d'un scénario qui fait vraiment la part belle aux questions existentielles, mais qui reste accessible et qui n'oublie pas de perdre le public en cours de route. Parce que je peux vous dire qu'une fois sorti de la salle, le film vous fait réfléchir sur vous-même, sur votre destin, que vous soyez enfant, adulte ou adolescent ou adulte accompli. Voilà, le film vous fait vous poser des questions et rien que pour ça, je veux dire, Life of Chuck est une très belle surprise, une très belle réussite que je vous recommande à tous et à toutes. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez vu ces deux films ou l'un des deux, n'hésitez pas à le faire savoir. On en débat calmement et gentiment dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Pas mal de vidéos vont arriver, hein, je tiens déjà à le préciser. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Salut, salut, ciao.